Chiappa, vous avez lancé pour la semaine intégration une plateforme de parrainage citoyen des réfugiés où les Français sont invités à aider et faire preuve de solidarité auprès des réfugiés que nous accueillons, notamment des réfugiés afghans. Éric Zemmour vous a répondu en quelque sorte sur Twitter et il dit qu'en fait l'État est débordé et impuissant face à cette vague migratoire et on délègue cette catastrophe migratoire aux Français. Vraiment, Éric Zemmour, de la première minute, vous avez vraiment pas de pitié. Donc Éric Zemmour, donc parlons d'Éric Zemmour, ou plutôt parlons de la plateforme et de sa critique de cette plateforme en disant finalement vous savez pas gérer la situation, vous demandez aux Français de vous aider à aider ces réfugiés. Non, je vais vous dire en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de Français, il y a peut-être des Français qui pensent la même chose qu'Éric Zemmour et il y en a certainement, c'est très probable. Il y a aussi beaucoup de Français qui sont pas du tout d'accord avec Éric Zemmour et qui, quand Kaboul est tombé aux mains des talibans, ont dit bah nous, on est en empathie avec ces gens qui viennent d'Afghanistan, qui fuient les talibans, qui partagent les valeurs de la République française. On a envie de les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on a reçu au ministère de l'Intérieur plein de messages de Françaises et de Français qui disaient moi je veux aider, je veux faire quelque chose. Et c'est pour répondre à ça qu'on a créé cette plateforme qui sera disponible sur le site réfugiés.info avec un onglet je veux parrainer, ou que si vous avez par exemple un appartement qui est libre, vous voulez le mettre à disposition d'une famille afghane, ou vous pouvez donner des cours de français pendant quelques mois, vous voulez aider un Afghan à faire son CV pour qu'il puisse répondre à des offres d'emploi, trouver du travail, et bien ça, vous pouvez le faire grâce à cette plateforme. Est-ce que c'est pas un mélanger genre? Bien sûr que les citoyens qui veulent être solidaires ont le droit de le faire, il y a des associations pour ça, mais on attend du gouvernement autre chose, on attend, on aura peut-être pu attendre de lui qu'il empêche le retour des talibans, par exemple, enfin voilà, de la vraie politique. Et quand le gouvernement fait de l'humanitaire, on se dit finalement où est la politique? Alors c'est pas de l'humanitaire, c'est de l'intégration. Je pense que les personnes comme Éric Zemmour, si on ne faisait pas de travail d'intégration pour les réfugiés, seraient les premiers à râler. Alors peut-être reprendre un peu de hauteur dans le débat et vous dire que je ne crois pas, et d'ailleurs le président de la République l'a dit très justement, je ne crois pas que ce soit le rôle de la France d'aller à Kaboul pour renverser le régime taliban. Il y a aussi une souveraineté dans les pays. Et d'ailleurs, quand les États-Unis ont fait cela, on a vu ce que ça a pu donner et ça leur a d'ailleurs parfois été reproché. Et on en paye les conséquences aujourd'hui. Oui, mais la France n'est pas le gendarme du monde. Il appartient pas à la France de renverser l'ensemble des régimes avec lesquels elle a de profonds désaccords, même quand ils sont graves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce que c'est un réfugié ? Un réfugié, c'est déterminé par les textes internationaux, notamment par la Convention de Genève. Un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit un pays dans lequel il est menacé de mort, soit parce qu'il y a une guerre, soit parce que vous êtes une femme et vous êtes menacé de mort par les talibans, soit parce que dans des pays d'Afrique, vous êtes menacé d'excision, ou parce que vous vivez dans des pays dans lesquels, en tant que personne LGBT+, votre vie est en danger. On considère donc que vous êtes comme un apatride, vous n'avez plus de patrie dans laquelle vous pouvez rester, et donc vous pouvez faire ce qu'on appelle une demande d'asile et obtenir le statut de réfugié. C'est ce qui se passe pour ces 3200 personnes venant d'Afghanistan, dont beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Et maintenant que ces personnes vont avoir le statut de réfugié, moi je préfère me battre pour les aider à s'intégrer, faire en sorte qu'ils puissent trouver du travail, que les enfants aillent à l'école, qu'ils se fassent des amis et qu'ils puissent faire leur vie en France comme ils le veulent. Vous êtes ministre délégué à la citoyenneté, vous avez porté la loi contre le séparatisme, vous êtes aussi élu de la Sarthe. Alors, je suis élu de Paris dorénavant, oui, mais je suis élu de la Sarthe. Vous avez été élu de la Sarthe. Absolument. Cette mosquée qui a été fermée de manière administrative était vraiment un danger, elle représente un danger parce que les fidèles sont dans l'incompréhension, ce que l'on a entendu. Alors quand il y a une décision pour fermer un endroit, que ce soit une mosquée radicalisée ou un débit de boissons, un commerce, une association, etc., c'est qu'en général, cet endroit a fait l'objet de beaucoup d'investigations de la part des services de renseignement du ministère de l'Intérieur, mais aussi qu'il a pu être étudié en CLIR, qui sont des cellules locales de lutte contre l'islamisme et la radicalisation. En l'espèce, là, vous aviez effectivement un endroit qui se présentait comme une mosquée, mais qui faisait l'apologie du djihad, qui faisait l'apologie d'un certain nombre de faits qui peuvent s'apparenter à du terrorisme, et qui était adossé avec une école qui était une école qui contrevenait à toutes les règles de création d'une école dans laquelle les enfants étaient endoctrinés. Donc oui, elle a été fermée. Que va-t-on faire? Parce qu'une fois qu'on ferme, c'est une chose, on ferme un lieu. Mais finalement, ce qui s'y passait à l'intérieur, il y a peut-être un suivi à faire. Que va-t-on faire pour les 110 enfants qui étaient dans cette école coranique? Va-t-on précisément enquêter pour savoir ce qu'ils ont pu entendre? Puisque vous parlez d'endoctrinement, est-ce qu'il y aura un suivi? Est-ce qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé? Vous avez complètement raison de poser cette question. Et votre question, elle montre justement quelle est toute la difficulté de ce travail d'entrave qui est mené. D'abord, je veux dire que quand on ferme des endroits, c'est pas une décision unilatérale ou personnelle. Je veux dire qu'il y a des millions de musulmans qui vivent en France dans le plus profond respect de la République et que l'immense majorité des mosquées de ce pays
sont juste des gens qui pratiquent leur foi et la liberté de conscience, elle est indiscutable et donc chacun a le droit de pratiquer sa foi. Là, c'est pas parce que c'est une mosquée, c'est bien parce que c'est un endroit qui est radicalisé. Et la difficulté que nous avons, c'est ce que vous pointez, c'est-à-dire à partir du moment où on a fermé un endroit, et ben parfois les gens se regroupent. C'est déjà dans la loi sous le terme de reconstitution de ligue dissoute. C'est ce qu'on a pu observer avec le CCIF, que le ministre de l'Intérieur a dissous en Conseil des ministres, mais qui se recrée en Belgique sous un nom européen. Et ceux qui ont prêché, parce que dans cette mosquée, il n'y avait pas un imam attitré, il y avait plusieurs imams, donc il faut savoir lesquels prêchaient le djihad ou la mort en martyr. Est-ce qu'ils seront poursuivis? Parce que là, c'est une fermeture administrative, mais est-ce que derrière, il y a des poursuites judiciaires? Parce qu'il y a sur nos territoires des gens qui prêchent la haine et qui font de l'apologie du terrorisme. Oui, bien sûr, mais les mesures de fermeture, elles sont complémentaires. Vous avez évoqué la loi qui a été votée pour conforter les principes républicains, qui facilite justement maintenant un certain nombre de fermetures et notamment qui fait la transparence sur l'argent qui peut être donné. Là, on parle d'un lieu de culte et radicalisé et d'une école, entre guillemets. Vous avez aussi beaucoup d'endroits qui sont des associations et des gens dans les associations nous disent, nous, il y a une forme d'entrisme et certaines personnes dévoient l'objet de l'association. C'est-à-dire des organisations qui prônent l'islamisme radical et qui veulent prôner l'islamisme radical auprès des jeunes vont pas dire on est l'association de l'islamisme radical. C'est par exemple cette association de Jujitsu. Une enquête était sortie dans le journal Le Parisien qui disait faire du Jujitsu mais qui obligeait à faire la prière, qui tenait des propos antisémites, qui excluait les femmes et qui était clairement un instrument pour la radicalisation. Question des GG, Thomas Porcher, Stella Kamga et Mourad Boudjelal. Stella. Oui, mais j'ai deux questions. La première, je suis désolée de revenir sur le sujet afghan, parce que effectivement, vous avez créé cette plateforme mais pour les réfugiés afghans. Avant d'arriver aux réfugiés afghans, à Port-de-la-Chapelle, il y a des millions peut-être pas des réfugiés, mais des personnes sans abri, sans papier, dans les transports, ou même d'ailleurs à Paris, de la rue de Stalingrad, des personnes qui vivent en France, qui vivent carrément sous le seuil de la misère, qui n'ont pas où dormir, qui dorment à même le sol, sous les ponts, en hiver, en été. Qu'est-ce que le gouvernement avait prévu pour ça? En fait, moi, je suis pas contre le fait d'avoir de l'empathie ou d'aider, non, au contraire. Mais j'estime que quand il faut aider les autres, pourquoi ne pas commencer par aider ceux qui sont là? Ça, c'était ma première question. Réponse à la première question, si vous permettez, parce qu'on a 1 minute 30, madame. D'abord, sur la plateforme, on a beaucoup parlé des réfugiés afghans, parce que c'est l'actualité, mais c'est une plateforme qui est évidemment ouverte à tous les réfugiés. Et je vais vous dire que la plupart des politiques publiques qu'on mène, elles concernent les réfugiés, mais elles peuvent aussi concerner les primo-arrivants. Et donc, beaucoup des personnes que vous mentionnez. Lundi, j'étais au Havre avec Édouard Philippe, le maire du Havre, donc. Et nous avons signé un contrat territorial d'intégration des réfugiés et des primo-arrivants. Par exemple, au Havre, l'État donne 150 000 € par an à la collectivité en guise de subvention et la collectivité s'engage par exemple justement à trouver des logements, à accompagner dans l'accès à l'emploi, à prioriser l'accès à certaines places en crèche. Mais ceux qui sont dans ce qu'on appelle Stalingrad ou à Port-de-la-Chapelle. La maire de Paris dit que l'État ne fait rien pour régler le problème du deal et de la drogue. Et on a des gens effectivement qui errent, qui sont la plupart d'ailleurs des Afghans ou des Pakistanais qui errent dans les rues, qui vivent dans des situations. Alors les craqueux, c'est pas des Afghans pour la plupart, pour bien connaître le sujet. Après plusieurs déplacements. Non, mais les consommateurs de crack qui sont à Stalingrad, c'est pas majoritairement des Afghans. Vous avez beaucoup de gens qui viennent d'Afrique subsaharienne. Vous avez aussi des gens qui sont de nationalité française et qui sont là dans Stalingrad. On a deux sujets extraordinairement différents. Vous avez aussi des gens qui sont des très grands consommateurs de drogue et qui sont logés par ailleurs. Je crois que ce sont deux sujets différents. C'est quand même lié aussi à... Si, parce que souvent c'était les réfugiés qui se trouvaient porte de la Chapelle, qui dormaient sous les tentes et qui ont été un peu la cible des dealers parce qu'on leur vend un peu, on leur donne du crack et puis ensuite ils sont accros. C'est quand même lié. C'est lié à cette immigration qu'on accueille mais qui vit dans la misère. Pardon, mais je pense qu'on confond dans le débat, je me permets de le dire, je pense qu'on confond un certain nombre de choses et notamment de statut. Un réfugié, c'est pas la même chose qu'une personne qui est primo-arrivante. Une personne qui a le statut de réfugié, c'est-à-dire qui a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui a obtenu le statut de réfugié, elle est accompagnée par l'État. Elle est accompagnée, y compris pour son logement. La plupart n'ont pas eu encore justement de réponse administrative. Alors là, ce sont des gens... Oui. Si la deuxième question, c'était savoir où était en fait votre projet pour les quartiers sans relou de jeunes filles. Réponse dans un instant, justement, avec Marlène Schiappa, la ministre de la Citoyenneté qui est avec nous.